L'intention de cette série est de démystifier l'univers des données. Alors, je remercie nos précieuses, très précieuses complices d'Humanovis et de Technoculture Club, avec qui c'est vraiment un immense plaisir de collaborer sur ce projet. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue, où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Quelques détails techniques maintenant. Alors, nous vous remercions de fermer vos caméras et vos micros pour que nous puissions mieux voir et entendre les panélistes. Par contre, n'hésitez pas à utiliser l'espace de discussion pour vos questions, vos commentaires. Il y a une escouade invisible qui se charge de remonter les questions aux panélistes. Il y aura également une période de questions à la fin de la conversation. Donc, je donne maintenant la parole à notre animatrice, Marie-Ève Blais, qui est directrice exécutive de Technoculture Club et qui va se présenter plus amplement. Alors, à toi, Marie-Ève. Bonjour, donc bienvenue à comme le dit Maëva, à ce deuxième webinaire sur la série data, la série données. Donc aujourd'hui, on va plus parler d'éthique, mais je ne vais pas m'embourber trop, je vais vraiment laisser la parole aux intervenantes. Donc, je vais tout de suite les présenter, puis après ça, je vais vous faire un petit descriptif de la manière dont la discussion va fonctionner aujourd'hui. Donc, je commence par Céline Muloin. Là, j'aimerais vous dire de quel côté elle est sur votre ordinateur. Moi, elle est en bas à droite, mais c'est peut-être pas le cas. Elle lève la main, donc vous pouvez la reconnaître. Céline Muloin est la fondatrice et présidente directrice générale de Tel Jeune. De 1982 à aujourd'hui, elle a été à la barre du développement d'une organisation qui est passée d'une portée locale à une portée provinciale, offrant maintenant des services d'aide et de soutien gratuits, professionnels et confidentiels aux jeunes, aux adolescents et aux parents de toutes les régions du Québec. Tout au long des années, Céline a déployé ses efforts pour développer une organisation en santé et faire de Tel Jeune un organisme crédible et admiré. Elle a accompagné l'organisation dans l'évolution en favorisant de hauts standards de qualité au niveau de l'offre de services aux différentes clientèles, en suivant les mutations des technologies, des communications et en diversifiant les sources de financement afin d'assurer un développement harmonieux. Cette année, Tel Jeune a reçu le prix de coup de cœur du jury dans le cadre du prix de l'impact social organisé par l'Actualité et Credo. Bienvenue, Céline. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je passe maintenant à Julie Paquette qui, sur mon ordinateur, est en haut à gauche. Julie Paquette est professeure agrégée à l'École d'éthique, de justice sociale et de services publics et co-directrice du Centre de recherche en éthique publique et en gouvernance, le CREPUG, de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Elle est titulaire d'un doctorat en pensée politique de l'Université d'Ottawa en 2012 et ses recherches portent sur la pensée critique des nouvelles formes de fascisme et se subdivisent en trois axes. 1, les nouvelles technologies et la médiation algorithmique. 2, l'état d'exception. Et 3, la liberté d'expression. C'est vraiment tout un défi. Et ensuite, en bas à votre gauche, mais elle va lever la main parce qu'elle ne doit pas être à la même place. Merveilleux. Karina Keserwan est avocate et fondatrice d'un cabinet spécialisé en droit et conseil stratégique, principalement auprès des communautés autochtones et nordiques. Keserwan Arto, c'est le nom de l'organisme. Elle a également suivi des études supérieures en éthique et en sociologie. Karina Keserwan siège au conseil d'administration d'Humanovis depuis 2018 et on est la présidente depuis octobre 2020. Donc, voilà, ça va être nos intervenantes pour la journée. Rapidement, pour l'avant-midi, en fait, pour la journée. Rapidement, la discussion va se diviser en 3 sections. Donc, la première partie, les intervenantes vont questionner les enjeux derrière la collecte des données. C'est quoi ces enjeux-là? Comment collecter des données intelligemment? Donc, elles vont essayer de répondre
à ces questions-là à travers une discussion. Ensuite, elles vont discuter de l'impact autour de l'interprétation de ces données-là. Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce qu'il y a des enjeux à l'interprétation des données? Puis finalement, elles vont s'intéresser à des pistes d'action possibles face à la collecte et à l'interprétation des données. Donc, c'est quand même un gros mandat. Vous êtes vraiment invité à intervenir si vous avez des exemples à donner. Céline a le cas de tel jeune, les autres intervenantes ont aussi certains exemples, mais vos exemples seront assurément très utiles, je pense, à la discussion. Et que ce soit, c'est ça, comme le disait tout à l'heure Maëva, dans le clavardage. Et sinon, vous pouvez également, si vous voulez poser une question, lever la petite main virtuelle que vous pouvez trouver en bas à votre droite sur réaction. Vous avez l'option lever la main ou raise hand. Et vous pouvez également, dans ce cas-là, lorsque la parole vous sera donnée, ouvrez votre micro. C'est en bas à votre gauche, le petit micro, si vous appuyez dessus, et qu'en ce moment, il devrait y avoir une petite ligne rouge dessus. Si vous appuyez dessus, il n'y aura plus de ligne rouge et vous allez pouvoir parler. Donc, voilà. Il y aura également une période de questions à la fin de ces 3 parties. Donc, avant que je m'embourbe encore dans plus d'informations, je vais lancer la balle aux intervenantes en leur posant la première question qui est, en fait, vous avez toutes des parcours et des expériences qui sont très différentes. Puis, j'aimerais vous inviter pour débuter à ce que vous nous expliquiez un peu d'où est-ce que vous parlez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous a mené à être ici aujourd'hui pour parler de l'éthique des données? Et je lance la balle à Julie. Oui, bonjour, merci Marie-Ève. Donc, oui, Julie Paquette. Moi, je suis née en même temps que Tel Jeune et j'ai été une utilisatrice de Tel Jeune dans ma jeunesse. Alors, je suis très contente d'être aujourd'hui avec notamment Céline, mais aussi Karina, pour vous parler des données, des questions éthiques relativement aux données. Et puis, pour vous indiquer un peu le lieu duquel je parle, je suis politologue de formation et j'enseigne, comme on l'a dit, à l'Université Saint-Paul. J'enseigne une école, c'est une école d'hiver en éthique sur les algorithmes et le big data dans le secteur public. Donc, c'est une école qu'on a créée qui dure 1 mois. Où vraiment on reçoit plusieurs intervenants pour essayer de comprendre quel est l'enjeu autour des données, de l'automatisation des processus décisionnels dans les secteurs publics, mais aussi parapublics et communautaires. Donc, je dirais que c'est un des lieux duquel je parle. Donc, peut-être que dans la présentation, je vais faire des liens, par exemple, avec des enjeux qu'on retrouve au sein de la fonction publique, notamment. Mais le lieu duquel je parle est aussi, je dirais, pluriel et éclaté, puisque dans le cadre de mon parcours, je me suis beaucoup intéressée aux questions liées, bon, comme on l'a vu, à l'état d'exception, à la liberté d'expression. Et c'est, je dirais, par cette porte-là que moi, je suis entrée dans le monde des nouvelles technologies. C'est-à-dire que je m'intéresse depuis longtemps aux enjeux liés aux nouvelles formes de fascisme, aux sociétés de contrôle, aux sociétés de surveillance, aux sociétés de vigilance. Et en ce sens-là, c'est par la force des choses que j'ai été amenée à travailler sur les enjeux des mégadonnées. Et donc, tout ça, c'est un peu précisé au fil du temps. Donc, voilà un peu le lieu à partir duquel je parle. Voilà. Céline? Oui, bonjour à toutes et à tous, participants, participantes. De mon côté, Julie, je suis contente d'apprendre que tu vas pouvoir avoir aujourd'hui un regard encore plus éthique si toi-même, utilisatrice, tu as su qu'on a peut-être collecté des données sur qui tu étais il y a 30 ans. Mais moi, je suis là parce que je m'intéresse aux données, mais je suis là comme un peu ayant expérimenté la cueillette de données sur presque 4 décennies. Donc, avant même que ça s'appelle des données, là, qui est devenu l'espèce de bijou convoité par tous maintenant dans la période que nous traversons, on parlait de statistiques. Puis, dès la naissance de l'organisme qui a précédé Tel Jeune, qui s'appelait Parents Anonymes, on a mis sur pied, avec la collaboration de chercheurs de l'UQAM, plus précisément le laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale, une méthode pour collecter des données sur tous les appels qui nous arrivait. À l'époque, c'était que par téléphone. Et cette méthode-là a été faite de façon à ce que
ce qu'on allait en retirer allait quand même avoir une crédibilité scientifique et pouvoir être cité par l'organisation dans des moments précis où on en aurait besoin. Donc, accord interjuge, échantillonnage, traitement ensuite par un logiciel d'époque où on ressaisissait tout ça, ça existe depuis plus de 30 ans chez nous. Alors, quand tel jeune est né, c'est sûr que cette méthode-là s'est implantée aussi dès le premier jour. Donc, vous dire qu'on collecte des données qu'on appelait à l'époque des stats à travers quelques décennies, mais qu'on a récemment, comme vous tous, vu la grande amplitude qu'ont pris les données à cause de l'avancement des technologies en général, qui ne sont pas juste les nôtres, mais celles que maintenant tout le monde utilise, puis de tout le volet éthique. Aujourd'hui, il y a un regard éthique sur tout ça. J'imagine qu'à la fin du panel, j'aurai peut-être une meilleure idée si on a commis des gestes qui n'étaient pas éthiques ou comment on pourrait les corriger s'il y en a eu. Parce que j'accepte de partager avec vous en toute transparence ce qu'on a fait, nous, ce qu'on fait encore. Puis si je vous ramène au temps présent, maintenant, on est encore plus en mesure de capter des données parce qu'on travaille aussi avec de l'intelligence d'affaires qui nous aide à prendre de meilleures décisions par rapport à la cueillette de ça, tout en vous spécifiant que notre grande préoccupation, et ça a été toujours d'anonymiser, de ne pas rien collecter qui permettrait de retracer la personne, de savoir, d'avoir déjà cette préoccupation éthique qui maintenant dépasse, je pense, encore ce qu'on a pu mettre en place parce que par toutes sortes de recoupements, c'est possible de faire parler des données qu'on n'oserait pas faire parler. Fait que moi, aujourd'hui, je vous ai sorti un peu aussi pour l'autre partie des enjeux et tout, mais je peux vous dire que ce qui a guidé tout au long du parcours, la volonté de collecter des données, c'était d'avoir une meilleure connaissance des problématiques qui nous étaient, autant pour les parents au début que les jeunes maintenant, une meilleure connaissance des problématiques qui émergent et donc une meilleure intervention, de peaufiner toujours notre réponse à ça, de s'assurer que ce qu'on fait, notre action, les gens qui viennent vers nous, c'est toujours en adéquation avec notre mission, de faire en sorte que l'information recueillie fasse avancer des connaissances. Puis je pourrais vous en parler plus avant tantôt de problématiques qu'on a vues émerger à tel jeune qui n'étaient pas encore répertoriées dans l'ensemble des services sociaux. Puis également de mieux cibler les clientèles à qui on a j'allais dire, prétention de s'adresser puis de vouloir mesurer l'impact de ce qu'on fait. Fait que c'est ma grande expérience de cueillette de données qui s'est déroulée au fil des ans, puis où maintenant je sens vraiment beaucoup d'intérêt de toutes parts autour de moi d'avoir ces données-là. Tu sais, on sent qu'il y a une valeur qui s'est ajoutée au fil des ans et valeur qu'il faut protéger, je pense, du mieux qu'on peut. Alors voilà pourquoi je fais partie de ce panel aujourd'hui. Oui, pardon. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation à participer à ce panel. Donc, de mon côté, d'une part, je viens avec un point de vue de juriste. Donc, j'ai pu accompagner des organisations dans la mise en place de systèmes de collecte, de traitement de données. Mais également, tel que mentionné, je travaille avec et surtout pour des communautés et d'autres différentes entités autochtones. Donc, je partage l'importance d'intégrer les points de vue autochtones dans toutes les réflexions qui entourent les technologies, incluant les données et leur utilisation. Je tiens à préciser que moi-même, je ne suis pas autochtone, donc je ne représente aucun groupe autochtone, je ne parle pour aucune nation autochtone. Mon objectif est vraiment de sensibiliser les gens à l'intégration des points de vue autochtones dans ces réflexions-là. Parce que souvent, on a tendance, mais maintenant de plus en plus, par exemple, remercier les groupes autochtones pour les territoires sur lesquels on se trouve. Mais je pense aussi important de reconnaître que la contribution du peuple autochtone au Canada et ailleurs, c'est également par les systèmes de connaissances. Je vais donner un exemple qui est la technologie. Vous connaissez peut-être sûrement les ceintures wampum. Donc, les ceintures wampum, qu'est-ce que c'est? C'est que ça représente des données très complexes, mais avec seulement 2 couleurs. Et donc, ça, c'est un peu l'ancêtre du code binaire.
Il y a également des études qui ont été menées sur le fait comment le wampum est l'ancêtre de l'hypertexte, qui permet énormément de choses sur Internet. Donc, voici un peu mon positionnement. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, je vous lance déjà dans la première discussion que vous avez déjà entamée un peu avec Céline, avec vos présentations. Donc, pour vous, quels seraient les principaux enjeux que vous avez pu rencontrer dans la collecte de données? Puis comment est-ce que, d'après vous, on peut intelligemment collecter des données? Donc, c'est une question très vaste. Je vous invite à faire un tour de table, puis je vous invite à discuter autour de cette question-là. Céline, tu peux commencer, après ça, Karina, après Julie. D'accord, je me lance. Alors, je pense qu'un des enjeux, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut recueillir et pourquoi. Le quoi, là. Qu'est-ce que c'est une donnée intéressante et quel intérêt elle sert? Qu'est-ce qui fait du sens pour notre organisation, pour notre mission? Qu'est-ce qui ajoute de la valeur aussi? Déterminer tout ça, déterminer ce qui va ajouter de la valeur, soit à l'action qu'on pose ou à la connaissance également. Puis, comment on va le faire pour que ça ait une crédibilité également? Donc, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de billets. À mon avis, il y a des billets qui peuvent être constants dans les façons qu'on fait parler ou qu'on analyse des données. Puis là, je ne parle pas juste pour nos organisations, mais je regarde aussi tout ce qu'on nous publie dans les journaux ou autres. Quand on nous publie une recherche, moi, mon premier réflexe, c'est toujours aller voir auprès de qui elle a été faite, comment elle a été faite, qu'est-ce qui en est ressorti, c'était quoi l'échantillonnage. Donc, des formations avec le temps, mais c'est super important de bien situer ça parce que si c'est pour communiquer des choses, faire parler des chiffres, ça peut prêter à toutes sortes d'interprétations. Donc, le qui, le quoi, le bien circonscrit, puis je dirais éviter la lourdeur, parce que des fois, on en collecte trop, puis ça perd du sens et ça devient effectivement beaucoup trop lourd. Donc, comment on va aller dégager l'essentiel qui a une réelle valeur ajoutée pour nous, pour la société, pour la recherche, mais dans un contexte encore là où il y aura de l'éthique. Je pense que c'est un premier enjeu, de déterminer le quoi. Après ça, je dirais gagner l'intérêt. C'est un enjeu aussi. Tu sais, on a beau analyser tout ça, si ça intéresse personne, pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça? Fait que gagner l'intérêt, ça commence d'abord, puis là, je fais mon propre témoignage par gagner l'intérêt de nos collègues et nos pairs à l'interne. Tu sais. Moi, j'ai souvent senti pendant les débuts que j'aimais comprendre, avoir des données, que j'étais pas mal la seule à aimer ça dans mon organisation. Fait que c'était quand même des données qui servaient au rapport annuel et tout, mais qui, inévitablement, s'ils ne sont pas endossées, s'ils ne sont pas comprises par les gens qui travaillent en première ligne, comme voulant transformer des fois et améliorer les façons de faire, mais on rate un peu notre coup. Fait que gagner l'intérêt, c'est être capable de rendre intelligemment les faits saillants de ce qu'on récolte, puis d'asseoir leur crédibilité sur la méthode avec laquelle ils ont été recueillis et faire en sorte que si on est convaincu à l'interne, ce sera vraiment plus plausible aussi à l'externe, d'avoir un discours commun autour de ça. Je peux vous dire qu'avec les années, ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, il y en a ici dans mon organisation des beaucoup plus fous que moi sur ça, là, qui sont capables d'aller en chercher encore plus, puis parce qu'on travaille maintenant aussi avec l'intelligence d'affaires pour essayer d'avoir en temps réel tout ça. Fait que ça, c'est un autre enjeu. Après, l'autre enjeu, c'est dépasser, enjeu ou en fait objectif, disons, dépasser les statistiques numériques. Comment on fait parler des données pour les rendre humains dans les domaines dans lesquels nous travaillons? Des statistiques, des nombres de clients desservis, tout ça, ça a rapidement atteint sa capacité à susciter de l'intérêt. Tu sais. C'est vraiment comment on va rendre humain en récoltant peut-être pas juste des statistiques numériques, mais mettre en place des systèmes qui nous permettent de recueillir aussi du qualitatif qu'on appelle, nous, dans notre organisation. Donc, des raisons d'être, des façons de nommer des phénomènes, de nommer des situations bien cadrées, encore là, dans un cadre qui peut être déterminé. Nous, on l'a déterminé, effectivement, on recueille du qualitatif qu'on a déterminé avec des chercheurs dans un contexte où
on va codifier la raison de l'appel ou la raison de la requête, et ça pour tous les canaux, là, que ce soit clavardage, chat, clavardage, c'est-à-dire texto, courriel ou téléphone. L'esprit dans lequel la personne nous arrive donne beaucoup de sens à la donnée qu'on va recueillir. Tout ceci, bien sûr, toujours sous le couvert de l'anonymat. Et après ça, bien déterminer pourquoi on veut faire ça. Si les réponses à ces questions-là de votre côté, c'est parce que le gouvernement ou le ministère l'exige ou parce que mon donateur veut le savoir, ce n'est pas la bonne réponse. Parce que si on ne le fait pas au départ, en lien avec notre mission, en lien avec notre raison d'être, en lien avec les objectifs qu'on poursuit, on va juste nourrir une machine qui n'aura plus de sens. Donc, pour moi, d'avoir un lien direct avec une compréhension profonde, puis un souci d'amélioration continue, ça devrait être la base de notre motivation à collecter des données. Et j'ajouterais en terminant, un autre enjeu, c'est de faire parler des données hors contexte. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Si je vous dis à tel jeune, il y a 40% des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale lorsqu'ils nous contactent, santé psychologique, tu sais, depuis la pandémie, c'est 40%. Mais je ne pourrais jamais dire 40% des jeunes du Québec ont des problèmes de santé psychologique. C'est souvent des billets qu'on voit dans des organisations qui vont extrapoler leurs données internes en faisant des données pour toute la population. Fait que ça, c'est un danger qui, moi, me fait frémir quand je lis des choses comme ça. Donc, l'important, c'est de dire, parmi les gens qui nous contactent, parmi les jeunes qui nous contactent, X pourcentage nous disent vivre telle situation, ce qui est bien différent parce que là, il y a un immense biais si on l'accorde à toute la population. Fait que je m'arrêterai ici parce que j'aime bien aussi entendre les points de vue de mes collègues qui sont très riches pour nous ce matin, Karina puis Julie. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage. Moi, j'aimerais ça commencer par m'intéresser aux mots « données ». J'aime bien voir les étymologies des mots. Puis, le terme « données », ça vient vraiment du latin « datum » qui veut dire « donner ». Tout comme data en anglais. Et donc, collecte de données, une collecte, c'est une action de recueillir des dons. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit de plus en plus que les données sont maintenant vraiment la ressource qui a le plus de valeur sur Terre. On dit souvent que les données remplacent le pétrole. Donc, dans ce cas-là, il faut reconnaître que la personne qui collecte des données est dans une position de pouvoir. Et si c'est une ressource qui est importante, est-ce que c'est juste de dire que c'est une ressource qui est donnée gratuitement? Et si on compare ça au pétrole, comment est-ce qu'on s'assure de ne pas devenir un exploitant de données comme un exploitant de ressources naturelles? Donc, comment est-ce qu'on le fait de façon respectueuse? Puis là, c'est l'éthique et le juridique s'entremêlent parce qu'évidemment, le juridique, malheureusement, est souvent à la remorque des évolutions technologiques, des évolutions sociales. Mais une première question à se poser, c'est comment on recueille les données? Et donc, là, déjà, juridiquement, on a une obligation d'aller chercher un consentement pour le partage des données. Par contre, ce consentement-là, juridiquement, est plus important pour des données qu'on appelle des données qui sont personnelles, donc qui concernent la personne. Mais qu'en est-il, par exemple, des données qu'on peut partager sur sa famille ou sa communauté? Donc, déjà, au niveau juridique, on ne peut pas partager des données qui concernent un tiers sans son consentement. Évidemment, c'est différent quand on parle, par exemple, des mineurs, donc, où un parent ou une autre personne en charge peut partager des données sur un mineur. Il y a également des groupes autochtones qui s'intéressent en ce moment à la souveraineté de données autochtones, puis eux, de la façon qu'ils voient ça, ils disent les données autochtones collectives en tant que nation devraient avoir la même protection qu'une donnée qui est privée, qui appartient à un individu, parce que de notre point de vue, ce ne sont pas des données qui sont publiques. Et c'est là qu'il y a un peu une confrontation, je dirais, des façons de voir les choses. Et c'est là qu'on peut, puis je ne rentrerai pas en détail sur les questions d'appropriation culturelle, mais ça peut revenir à ça. C'est que si d'un point de vue occidental, on dit une donnée, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on prend,
mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on a accès à quelque chose qu'on peut nécessairement le prendre et se l'approprier. Donc, par exemple, la loi prévoit aussi qu'on ne peut pas constituer un dossier sur une personne sans son consentement. Mais qu'en est-il de constituer des dossiers sur des communautés, sur des nations? Il faut également aller chercher un consentement, puis pas seulement un consentement, mais un consentement qui est libre et éclairé. Puis souvent, aller chercher un consentement éclairé, ce n'est pas avoir un formulaire avec un menu déroulant où il y a un texte de 10 pages où on dit « consentez-vous à l'utilisation, etc., etc. » Il faut vraiment faire participer les gens dans ce consentement-là. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'on recueille comme données? Donc, notamment juridiquement, on doit seulement recueillir des renseignements qui sont pertinents. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on recueille, par exemple, sur nos utilisateurs, on demande le genre des personnes. Est-ce que c'est pertinent de demander le genre des personnes? D'un côté, quelqu'un pourrait dire, ben oui, c'est pertinent parce que mon objectif, c'est ensuite d'offrir à mes utilisateurs, par exemple, du contenu qui plaît plus aux femmes ou aux hommes. Mais dans ce cas-là, on pose des questions éthiques au niveau des stéréotypes, notamment. Et si ce n'est pas pertinent et qu'on n'utilisera pas le fait que la personne est masculin ou féminin ou autre, alors peut-être qu'on devrait s'abstenir de recueillir ces données-là qui n'est pas utile. Également, comment on recueille les données? Des fois, on recueille des données de façon implicite. Donc, par exemple, on va regarder sur quel lien les utilisateurs cliquent sur un site. Est-ce que les utilisateurs ont un consentement à ce qu'on recueille ces données-là? Parce que là, on va quand même chercher des données personnelles sur la vie privée des gens, sur leur intérêt. Et finalement, évidemment, comment on protège les données qu'on a recueillies? Donc, comment on s'assure de la sécurité des données? Comment on s'assure que ces données-là sont toujours exactes? Est-ce qu'on permet aux gens d'aller venir corriger une donnée qu'ils nous ont transmise? Et est-ce qu'on permet aux gens de venir effacer et nous enlever le droit d'utilisation d'une donnée auquel ils ont donné un consentement? Donc, voici quelques questions rapidement. Oui, bon, ben là-dessus, là, mes deux collègues ont quand même été assez exhaustives, mais peut-être que ce sur quoi j'aimerais insister, c'est cette idée que la collecte de données n'a jamais été aussi facile, la capacité aussi de storer en bon français, donc d'emmagasiner des données n'a jamais été aussi facile. Et devant un peu la manne de données qu'il est possible de recueillir, si tant est que, et on va mettre de côté pour l'instant les questions éthiques et les questions juridiques, mais il est possible de recueillir énormément de données et de les emmagasiner pour un temps assez long à des coûts, je dirais, assez faibles. Et ça, c'est le changement majeur qu'on a depuis les dernières années, donc au niveau du volume, mais aussi au niveau de la vélocité, donc la vitesse, la rapidité avec laquelle on peut emmagasiner ces données-là. Et quand on parle de données, pour celles et ceux qui étaient là aussi à la présentation du 14 octobre, si je ne me trompe pas, on parle aussi de données qui sont inférées, c'est-à-dire toutes les métadonnées. À partir du moment où on fait un appel, par exemple, il serait possible de savoir quel numéro a été composé, à partir de quel autre numéro, où se trouvait le téléphone, combien de temps a duré l'appel, qui a parlé avec qui, est-ce que les personnes étaient en déplacement. Ce sont des données inférées, des métadonnées qui seraient possibles de recueillir aussi. Et souvent, quand on parle d'anonymisation des données au niveau de la collecte, en fait, on oublie que les métadonnées, parfois, nous parlent davantage que le contenu de la conversation. C'est-à-dire que si un jeune appelle tel jeune, ben, on est en droit de supposer que ce n'est pas pour parler du grand bonheur qu'il a eu cette journée-là. Et puis tout ça, là, ça se multiplie pour différents champs d'intérêt. Et donc, l'anonymisation des données, elle nécessite, je dirais, une réflexion sur aussi je dirais, la réidentification par recoupement qui peut s'effectuer avec toutes les métadonnées qu'on peut collecter.
Sinon, peut-être une dernière chose sur laquelle j'aimerais insister dans cette catégorie-là de la collecte, justement, mais je reviendrai tout à l'heure quand on parlera de l'analyse sur quelque chose qu'a mentionné Céline, que je trouve très intéressante sur la question des billets généralistes. Mais j'aimerais revenir sur cette idée je dirais, en anglais, on dit small data is good data, là. Devant la possibilité de recueillir des tonnes de données, souvent devant cette espèce d'emballement devant lequel on se trouve, on arrive mal à se poser les bonnes questions, à savoir quelles sont les données que j'ai besoin et pourquoi. Et parfois, on n'a pas besoin de tant de données que ça pour pouvoir arriver vraiment aux objectifs qu'on s'est fixés qui correspondent aux valeurs, à la mission, etc., notamment les OBNL. Et en ce sens-là, si on prend le temps de se poser la question en amont, à savoir quelles sont les données dont j'aurais besoin, bien, on évite aussi peut-être certains écueils qui viendraient menacer la protection de la vie privée, etc., etc. Donc, peut-être essayer en amont de freiner la tentation de tout collecter et de se poser la question de pourquoi on a besoin de telle ou telle donnée. Donc, voilà peut-être pour l'instant, mais je poursuivrai tout à l'heure. Je suis certaine que les présentations de chacune, ça vous a posé, il y a plein de questions, puis vous voudriez répondre chacune sur l'une et sur l'autre. J'aimerais quand même poser la question dans la salle virtuelle. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que ça fait écho pour vous à des enjeux auxquels vous êtes, devant lesquels vous êtes retrouvés? Est-ce que vous avez envie d'intervenir sur certaines questions qui ont été posées par Céline, Karina ou Julie? Si vous avez quelques minutes pour le faire, si vous voulez. Sinon, je laisse Julie, Karina et Céline se répondre avant qu'on se lance sur la question d'interprétation qui va être exactement liée à la question de la collecte. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je vois personne, fait que je vais vous laisser encore si vous voulez intervenir sur les présentations. Ah, il y a une petite main qui s'est levée. Oui, Lisanne Groux, vous pouvez ouvrir votre caméra et ouvrir votre micro, comme ça on pourra vous voir. Bonjour. On est vraiment, Lisanne, je suis à l'UQAM. On est en train de travailler à implanter Salesforce et différents outils d'automatisation de marketing et tous les éléments reliés au PL64 par rapport à la confidentialité des données, puis justement le fait de ne recueillir que les données pertinentes ou qui sont en lien avec la transaction, ça amène beaucoup de questionnements par rapport à notre capacité de segmenter et d'être capable d'atteindre nos donateurs là, de façon plus personnalisée. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là que comment vous faites la conciliation entre la personnalisation, le fait d'offrir des communications de qualité parce que c'est très personnalisé, puis ça rejoint le donateur de façon plus spécifique, puis le fait qu'on veut éliminer les données qui sont non pertinentes. Je vous laisse intervenir. Bon, peut-être je peux commencer, mais je vois aussi Julie qui hoche de la tête. Pour moi, c'est quand même le concept du consentement est extrêmement important. Donc, oui, il y a la question des données pertinentes, mais ensuite, c'est important de ne pas rentrer dans un conflit d'intérêts entre l'intérêt de l'organisme. Donc, par exemple, vous parlez des donateurs, donc on veut aller chercher des fonds, on veut présenter des histoires, on veut encourager les gens à comprendre, de vivre de façon plus humaine et personnelle la problématique sur laquelle on travaille. Et il y a l'intérêt des personnes dont les données sont recueillies à cette fin-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour respecter ça? Et donc, une des façons, c'est vraiment y aller avec un consentement, puis comme je disais, avec un consentement éclairé, où les gens doivent comprendre qu'est-ce qu'ils partagent, dans quel but ils partagent, puis encore une fois, le fait qu'ils peuvent retirer leur consentement. Parce que ce que Julie a mentionné également, c'est sûr qu'il y a une anonymisation des données qui se fait. Cependant, des fois, on peut, avec
certaines données, identifier la personne, identifier un groupe de personnes et donc aller au-delà de ce dont les personnes sont à l'aise de partager dans ces buts-là. Donc, je pense que c'est vraiment un processus qui est important de faire au moment de décider qu'est-ce qu'on va faire comme collecte de données. On doit déjà se poser à ce moment-là la question de pourquoi, qu'est-ce que ça peut poser comme problématique et qu'est-ce qu'on peut avoir comme conversation avec les personnes avec qui on travaille et dont les données sont impliquées. Je vais peut-être poursuivre. Merci, Lisanne, pour la question, commentaire qui, en fait, moi, me fait en sorte que je me pose davantage de questions, là, notamment sur la capacité de segmenter. C'est pas quelque chose pour lequel je suis apte à vous répondre, mais ça fait en sorte que je vais moi-même aller chercher de l'information de ce côté-là. J'aimerais revenir avec le commentaire que vous avez donné sur la question de la personnalisation. Donc, tout ce qui a rapport à la personnalisation de l'expérience web ou à la personnalisation de l'expérience de l'utilisateur et ou à la personnalisation, par exemple, des messages envoyés aux donateurs, dans le cas de Lucan, tel que vous l'avez mentionné. Puis, peut-être l'amener avec les réflexions qu'on a, nous, en éthique, là, sur je dirais, les limites de la personnalisation de l'expérience web. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la personnalisation? On va créer des patterns auxquels on va arrimer certains donateurs là, ou certaines personnes. La personnalisation, elle a aussi ses limites, puis elle tend aussi peut-être à forcer un peu le profil de certaines personnes pour les arrimer aux, je dirais, peut-être 5-6 patterns qu'on va avoir définis là, afin de personnaliser notre expérience. D'un point de vue, je dirais, des enjeux démocratiques, mais aussi peut-être de l'image de marque ou en tout cas de l'image qu'on souhaite projeter de l'organisme à but non lucratif, ça peut aussi poser des défis dans le sens où, à trop personnaliser, on en arrive peut-être parfois à perdre une espèce de regard d'ensemble ou une espèce de regard partagé sur un objet donné. Donc, en ce sens-là, évidemment que la personnalisation de l'expérience a, je dirais, des avantages très importants, en ce sens qu'elle nous permet de cibler vraiment, notamment les donateurs, mais ça pourrait être les clients dans une autre ou dans un autre contexte. Mais il y a aussi peut-être le risque corollaire de perdre de vue un message global ou un message d'ensemble. Puis ça peut être aussi très important, notamment quand il s'agit d'entrer en contact avec la population. Voilà. Je vais rapidement passer, je vais vous inviter à passer à la question d'interprétation des données. Je pense qu'il y a plusieurs questions qu'on pourrait poser sur la collecte, mais je pense que la question de l'interprétation va répondre aussi à certaines questions qu'on pourrait avoir sur quelles données on collecte, pourquoi. Donc, je vous lance la question. Si vous avez d'autres questions sur la collecte, n'hésitez pas non plus à les poser à la fin, à les poser dans le chat. Alors, quels sont pour vous les enjeux à considérer d'un point de vue éthique lorsqu'on interprète justement ces données qu'on a collectées, puis comment on utilise ces données-là pour leur donner un sens qui fait sens avec notre organisation, justement. Donc, ça fait un peu écho à ce que tu disais, Julie. Donc, je lance la balle à Karina pour commencer le tour de table. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, les données ont une valeur et un pouvoir, mais c'est quand on transforme les données en information qu'on leur donne réellement un sens et qu'on augmente ce pouvoir-là. Un des éléments importants, puis j'ai déjà mentionné, c'est vraiment utiliser les informations à des fins qui sont recueillies. Donc, par exemple, si on a recueilli des données à des fins de statistiques, on ne peut pas commencer à les interpréter pour ensuite établir des programmes spécifiques, par exemple. En fait, dès que le but est atteint pour lequel on a collecté les données, on doit arrêter de les utiliser. Donc, ça, c'est d'un point de vue juridique. D'un point de vue d'interprétation, donc, il y a cette comparaison-là, encore une fois, qu'on fait entre les données et le pétrole. On dit que c'est le nouveau pétrole. Puis l'autre parallèle qu'on fait, c'est qu'on dit, comme le pétrole, les données ont besoin d'être raffinées et pour avoir leur valeur, on doit justement pouvoir comprendre ce que les données nous disent. Donc, la littératie des données, ça inclut justement de pouvoir regarder les données et leur donner un sens.
Mais évidemment, quand on regarde une donnée, on la filtre par nos propres biais, on le voit avec des lunettes différentes selon notre culture, selon nos expériences. Donc, je vais vous donner un exemple de différence de point de vue sur le monde à l'illustration d'une langue autochtone qui est présente en Australie, le Guugu Métis, puis fiez-vous pas sur moi sur la prononciation, mais c'est une langue dont vous connaissez tous au moins un mot, le mot kangourou. Donc, ça vient de cette langue-là. Ce qui est intéressant dans cette langue-là, c'est qu'il n'y a pas de notion de gauche ou de droite. C'est une langue où les gens parlent plutôt en se référant à des points cardinaux. Donc, ils vont dire nord, sud, est, ouest. Donc, ils ne diront pas le tableau est accroché à gauche sur le mur. Ils vont dire le tableau est accroché au nord. Et donc, ça fait en sorte que les enfants très jeunes apprennent à se référer à des points cardinaux et qu'ils savent très bien où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Ce qui fait en sorte qu'évidemment, le point de vue sur le monde est complètement différent. Puis ce qu'on interprète quand on voit une information est tout à fait différent de par ce point de vue culturel. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter une information? Est-ce que c'est neutre, interpréter une information? En fait, souvent, on interprète une information par rapport à notre propre norme. Et c'est là que ça devient problématique quand on interprète des informations qui concernent notamment des groupes autochtones, mais également des communautés minoritaires, des groupes marginalisés, parce que souvent, on va mettre l'accent sur les différences, les disparités, les désavantages, voire des dysfonctionnements. Et donc, on est en train de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais à travers ses yeux à soi. Et surtout quand on recueille des données comme organisme à but non lucratif et qu'on essaie d'avoir une influence, l'influence qu'on peut avoir peut varier selon comment on a interprété ces données-là. Donc, un des éléments de la réconciliation, c'est la réconciliation dans l'interprétation des données. Donc, les peuples autochtones, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que leur histoire soit racontée par d'autres, mais comme je dis, ça s'applique à d'autres groupes également. Donc, le consentement, il n'est pas seulement dans la collecte des données, mais également dans l'interprétation. Et c'est important d'intégrer les groupes visés dans l'interprétation des données pour aider à les interpréter, pour valider l'interprétation qu'on peut se faire d'une donnée et donc avoir vraiment un dialogue pour voir est-ce que vraiment on a bien compris ce qui nous a été transmis. Et c'est d'autant plus important avec l'intelligence artificielle où on automatise des interprétations de données. Donc, il y a plusieurs exemples où on s'est rendu compte que l'algorithme était en train de reproduire des biais. Donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, dans un cas où il y avait un algorithme qui était utilisé à des fins d'immigration, on s'est rendu compte que l'algorithme discriminait sur le sexe, sur l'origine ethnique, des demandeurs en immigration, par exemple. Mais l'algorithme ne fait que répliquer ce que nous, on lui apprend. Donc, c'est important d'intégrer, lorsqu'on développe ce type d'algorithme-là, les différents points de vue, les différentes visions. Il faut également que ce soit justement transparent. Puis ça, c'est difficile aussi, c'est-à-dire qu'on doit être clair sur comment on analyse les dossiers, quel est le processus, sur un algorithme, comment cet algorithme-là fonctionne. Et il faut que dans une organisation, nos employés soient au courant de ça et puissent répondre à des questions. Si jamais des gens posent des questions sur mes données sont analysées comment, on doit pouvoir y répondre. Sinon, on se retrouve avec des situations où l'histoire qu'on raconte à partir de données, finalement, elle ne correspond pas à la réalité des personnes dont on a recueilli les données. Je vais peut-être enchaîner sur ce point-là, mais vraiment en prenant la balle au rebond avec la dernière remarque de Karina en disant que l'histoire que l'on raconte, justement, elle est susceptible, en tout cas, d'être influencée par la question d'interprétation de ces données-là. Et puis, peut-être, moi, j'aimerais faire du millage en revenant sur une espèce d'équation que j'ai créée avec une collègue à moi, Émilie Dionne, avec qui je collabore beaucoup sur les questions des données massives et aussi sur les enjeux, je dirais,
du savoir qui est produit à partir des données qu'on collecte. Et qu'est-ce que ça engendre comme effet dans la société, mais aussi au sein d'une institution. Donc, disons que pour se prêter au jeu de la compréhension de l'interprétation des données, on va faire l'exercice mathématique suivant. On va dire que A, c'est le monde dans lequel on vit et que A', ce sont les données qu'on collecte sur ce monde dans lequel on évolue. En fait, avec l'avènement des mégadonnées, je vous ai parlé en termes de vélocité, en termes de volume, on a vu apparaître, je dirais, un regain d'intérêt pour une espèce de volonté de quantifier le réel, hein, d'avoir une copie du monde dans lequel on vit en données. Et on se dit que s'il tentait qu'il serait possible d'avoir une copie du réel en termes de données, eh bien, on pourrait en arriver à avoir une interprétation claire du monde dans lequel on vit, peut-être une meilleure prévisibilité aussi des actes à venir. L'effet pervers produit par cette espèce de désir-là de quantifier le réel, c'est que parfois, on croit qu'il est tellement facile de collecter ces données-là que ce qu'on a, en fait, comme données, c'est effectivement une copie du réel. Ce que ça produit, ça fait en sorte qu'on va penser peut-être des politiques publiques ou des modifications au sein de l'organisation ou de la mise en place d'interventions au sein de la population à partir des données qu'on a collectées et qu'on va, je dirais, en oublier le regard critique, que ce soit notamment la marge d'erreur, l'échantillonnage, tous les enjeux liés à la fracture numérique aussi. Et ces enjeux-là sont fondamentaux, là, notamment aussi quand on travaille avec des populations sujettes à avoir moins accès, par exemple, à certains outils numériques. Et du fait de regarder seulement les données et non plus nécessairement avec le regard critique et ce qui l'entoure, ça fait en sorte qu'on se retrouve devant le cas de figure dont Céline nous a parlé, où on va dire 40% des jeunes qui appellent à tel jeune ont un problème de santé mentale, donc 40% de la population des jeunes au Québec ont un problème de santé mentale. Ce biais généraliste-là, cette inférence-là de conclusion est susceptible de poser des problèmes de deux ordres. Non seulement d'une part des problèmes parce que ça ne correspond pas nécessairement au portrait que l'on dresse, mais aussi parce qu'en mettant des actions en branle à partir de ces données-là, on va influencer notre A, donc notre réel dans lequel on est. Et donc, on modifie ce réel-là qui lui-même va modifier les données collectées. Et puis, on arrive dans ce qu'on appelle, en termes de données, là, une espèce de boucle de rétroaction perverse où, en fait, les données à partir desquelles on génère du savoir sont influencées par ce qui a été mis en place à partir de ces données-là. Et puis, on peut donner une tangente à notre population qu'on ne souhaiterait pas. Hein. Si on traite, par exemple, je reprends l'exemple de Céline encore une fois, si on prend pour acquis que 40% des jeunes au Québec souffrent de problèmes de santé mentale, qu'on met en place des politiques de santé publique relatives à partir de cette donnée-là, bien, il peut se produire plusieurs choses. Il pourrait se produire un effet positif, c'est-à-dire on a injecté plein de soutien, mais il peut se produire aussi un effet pervers sur la perception des jeunes envers eux-mêmes. Ces effets-là, on les aurait sous-estimés parce qu'on aurait pensé avoir une copie du réel, puis cette copie du réel-là, elle est tronquée, elle est médiatisée. Et c'est cette notion-là, je pense, de la médiatisation ou de la médiation. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le terme de médiation algorithmique. C'est cette idée de la médiation, des fois qu'on perd avec la facilité et la rapidité avec laquelle on collecte les données. Et en ce sens-là, je pense que je dirais que le regard stats est encore très important parce que le regard stats, c'est la marge d'erreur, c'est l'échantillonnage. Puis, il ne faut pas l'oublier même quand on travaille avec des analystes de données. Donc, c'est peut-être le point sur lequel je souhaitais insister dans cette section-là, mais je vais laisser la parole à Céline. C'est vraiment fascinant, Julie, d'entendre ça puis de voir en fait les biais, mais j'aime bien la nuance que tu apportes aussi en statistiques et données. Tu sais, la science de la statistique, elle, peut, je pense, nous donner des bons outils
pour s'assurer de la pertinence, de la qualité et de l'éthique des données qu'on va recueillir par rapport à recueillir des données pour recueillir des données, puis avoir de la lourdeur, puis des billets et tout. Moi, je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus concret, qui est l'application de ce qu'on appelle ici les enjeux, puis comment on interprète les données. En fait, comment nous, on est arrivé des fois à transformer des données en information qui nous a permis de poser des actions pour être de meilleurs intervenants, de donner de meilleurs services. Les premiers exemples qui me viennent en tête sont au tout début de Tel Jeune, on se rendait compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui faisaient des dévoilements d'agressions sexuelles, mais qui n'étaient pas connus des services sociaux, de la DPJ ou autre. Il n'y avait pas eu de signalement. C'était les premiers à qui on en parlait. Puis, avec le soutien encore là de l'Université du Québec, on a réussi, et avec le consentement des jeunes, toujours sous le couvert de l'anonymat, de recueillir un peu plus d'informations, puis d'en faire une recherche qui a servi à tous les services sociaux à mieux comprendre les phénomènes d'agression sexuelle non dévoilée chez les enfants, chez les jeunes. Plus récemment, il y a peut-être une quinzaine d'années, on a vu apparaître à Tel Jeune les premiers signes de ce qu'on a appelé au départ du bullying, après ça du rejet, avant même qu'on nomme le phénomène d'intimidation qui a été extrêmement médiatisé dans tous les sens, ce qui nous a permis d'ajuster nos façons de faire, de développer des ateliers de prévention et de les offrir à grande échelle, puis de pouvoir agir le mieux qu'on pouvait dans le terme de prévention. Donc, de servir de la matière qu'on recueille chez les jeunes qui nous contactent avec un problème pour essayer d'en faire des outils de prévention pour la population en général. Je ne porte pas de jugement sur ça. C'était peut-être une transgression, mais nos experts sauront me le dire, mais je vous explique vraiment comment ça s'est développé, comment on en a profité. Après, on voit naître aussi des phénomènes qui nous questionnent beaucoup parce qu'on arrive, dans le fond, c'est quand on voit le qualitatif de nos données puis qu'on se rend compte qu'une problématique qu'on ne connaissait pas est en expansion ou n'est même pas nommée, puis les phénomènes se reproduisent, à se questionner puis à aller aux sources de l'information pertinente scientifique pour bien agir dans ces cas-là. L'exemple que j'aurais aussi, c'est tout ce qui est troubles alimentaires. Il y a peut-être une vingtaine d'années, qui n'étaient pas vraiment répertoriés encore, dont on connaissait peu de choses. Puis peut-être il y a une quinzaine d'années, cette fois-là, c'était l'automutilation, qui naissait comme un phénomène qu'on commençait à répertorier, mais où il a fallu rapidement, nous, aller consulter les experts, puis se faire une tête sur ce qu'on fait, sur les meilleures façons d'agir ou d'interagir avec ces clientèles-là. Puis je donnerai un dernier exemple qui, lui, est obtenu à partir de recoupements de statistiques, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y a beaucoup de jeunes, bien beaucoup, c'est 3% de l'ensemble des données, qui appellent pour aider un ami. Mais quand on prend cette population de jeunes qui veulent aider un ami, puis qu'on recoupe avec la raison pourquoi ils veulent aider un ami, numéro 1, suicide. Numéro 2, troubles alimentaires, toxicomanie. Numéro 3, violence parentale. C'est certain que ça parle beaucoup, ça aussi. En tout cas, nous, on a fait parler ça en disant les jeunes qui nous appellent parce qu'ils ont eu des confidences ou qui sont inquiets pour leurs amis se mettent souvent eux-mêmes dans des situations qui pourraient être dangereuses pour eux, liées par un secret, un pacte de suicide, etc. Donc, on a, à partir de ça, développé un programme pour les entraidants, pour former des entraidants ou des sentinelles dans les écoles. C'est des exemples quand même dont je dresse un tableau pour expliquer que si on n'avait pas eu de données et quantitatives et qualitatives, on n'aurait jamais fait ces recoupements-là. Puis on n'aurait pas eu le réflexe de passer à l'action dans des interventions concrètes, accessibles et qu'on voulait encadrer à partir de ce qu'on vivait au centre d'intervention. Fait qu'il y a eu un transfert direct de connaissances qui s'est traduit par des nouveaux services ou une nouvelle forme d'aide. Voilà, je m'arrêterai ici. Donc, Jean, on a comme posé plein de questions, puis Jean se conflit un peu dans je pense que l'exemple de Céline est assez parlant entre la pertinence sociale que peuvent avoir justement la récolte de données qui nous a permis justement, comme tu disais Céline, dans certains contextes, de savoir
c'était quoi les enjeux sociaux qui étaient peut-être un peu cachés derrière. Et c'est peut-être là l'intérêt de la collecte de données dans les OBNL, d'avoir une vue concrète sur des publics réels dont on ne prend pas de données dans des grandes entreprises où les objectifs peuvent être tout autres et être liés davantage au profit. Donc, il y a cet enjeu-là. Et face à ça, les questions que je ressors de ce que vous soulignez aussi, c'est les questions éthiques, les questions légales par rapport à la collecte de données, la question des biais, mais et aussi la question des stéréotypes qui peuvent se recréer à travers la collecte. Donc, on est un peu là-dedans. Comment on fait pour concilier ces deux choses-là? Puis c'est quoi les pistes d'action qu'on peut prendre pour réussir à collecter intelligemment de la donnée sans faire subir des préjudices à des gens, mais en essayant d'améliorer justement les services que les OBNL peuvent offrir. Donc, c'est peut-être la question plus large que je vous poserais, que je poserais aux gens du public. Vous pouvez encore intervenir sur la question de la collecte, sur l'interprétation, mais ayons une discussion peut-être plus libre sur ce conflit-là, à tout le moins que je vois. Puis si vous voyez aussi des conflits, aussi des choses, n'hésitez pas à les souligner. Je sais qu'il y avait une question. Est-ce que vous voulez que je vous la lance tout de suite ou vous voulez vous lancer d'abord dans des pistes de solutions qui vous viennent en tête? Question procédure, Marie-Ève. Est-ce que, dans le fond, ce que tu veux, c'est nous lancer tout de suite sur le troisième bloc ou qu'on réagisse à ce qu'on vient de dire dans le deuxième bloc? Je vous invite à peut-être réagir sur ce conflit-là parce que je pense que ça va amener, puis après ça, de vous lancer sur les pistes. Après ça, on passera sur le troisième bloc, c'est ça? Exactement. En fait, je veux juste revenir sur quelque chose qu'a dit Céline, là, puis après pour rebondir sur la question du conflit qui est réel. C'est intéressant ça parce que quand on dit il y a tant de jeunes qui appellent à tel jeune pour parler pour un ami, c'est drôle parce que dans mon temps, quand j'appelais tel jeune, j'appelais toujours pour dire que c'était pour un ami parce que je ne disais pas que c'était pour moi. Donc, ça vient aussi, ça c'est quelque chose qui vient tronquer une donnée parce que c'est beaucoup plus facile de dire j'appelle parce qu'un ami a des problèmes que de dire j'appelle parce que moi j'ai des problèmes. Donc, ça peut aussi, en tout cas, ça c'est à partir d'un point de vue personnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient influencer aussi la manière dont ces données-là vont être générées. Je ne vais pas trop m'étendre sur le conflit entre, je dirais, les possibilités qui peuvent être générées par les données, puis les problématiques légales et éthiques, sinon que pour dire qu'il est important de se doter, je pense, au sein de chacune des organisations de processus de dialogue autour de la mise en place de certains usages des données et de ne surtout pas hésiter pour des situations précises à aller chercher l'expertise nécessaire et les conseils nécessaires. Puis là, j'empiète sur notre troisième partie où on va parler de l'action, mais c'est-à-dire que on peut se retrouver aussi facilement au sein de certaines organisations, en tout cas c'est le cas au sein de la fonction publique fédérale, devant une espèce de champ de courtisans, de personnes qui vont venir nous proposer des solutions AI ou des solutions données et qui vont nous dire regardez, moi, j'ai tel produit à vous offrir, ça pourrait être extrêmement pertinent, etc. Et je pense qu'il faut toujours se doter de mécanismes institutionnels à l'intérieur même de nos organisations pour mettre le pied sur le frein, puis pour aller chercher les conseils au préalable. En ce sens-là, est-ce que la vie privée est respectée? Est-ce que ma collecte de données est éthique? Est-ce que c'est emmagasiné à un endroit assez sécure? Est-ce que j'ai des chartes à l'intérieur de mon organisation qui me permettent de ne pas dépendre de la manière dont ces organisations-là externes sous-traitantes sont régulées, etc., etc. Et ça nécessite du temps. Puis je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce temps-là est un temps, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'investissement sur capital et non pas de dépense. Parce qu'à long terme, il peut en coûter très cher de vouloir accélérer ce temps préalable parce que ça peut produire des effets avec lesquels après on va être pris en tant qu'organisation,
Puis on sait que la confiance dans notre organisation est vraiment la clé. Et puis on ne veut pas porter préjudice. Donc voilà, peut-être c'est rapidement, mais je vais y revenir tout à l'heure après la prochaine section. Je vais peut-être rebondir rapidement. Donc, je pense qu'effectivement, Julie, tu as raison, c'est la confiance des organisations est extrêmement importante, surtout pour des organismes à but non lucratif. Et pour avoir ensuite plus de données, dans le cas de tels jeunes, pour continuer à avoir des appels, évidemment, que les jeunes fassent confiance à cet organisme-là. Puis, des fois, ne pas interpréter les données et les partager, c'est encore pire que les interpréter ou les interpréter incorrectement. Je vais donner un exemple qui vient en tête. C'était un article dans un média qui parlait de suicide chez les jeunes autochtones et ils avaient mis 2 données dans le fond. Ils ont dit, il y a tant de suicides chez les jeunes autochtones. Puis ensuite, ils ont dit, il y a tant de jeunes autochtones lors de suicide qui ont consommé de l'alcool au moment de leur décès. Donc, en laissant ces 2 données-là sans interprétation, sans comparaison à une norme, sans contexte, on peut laisser les gens construire leur propre histoire et avoir des préjugés, des stéréotypes et nourrir ces stéréotypes-là. Versus vraiment mettre ça en contexte et en disant, en général, lorsqu'on a des situations de suicide, de détresse, dans la population en général, à quoi ça ressemble. Et donc, qu'est-ce qu'on offre comme solution, en fait, ou est-ce qu'on est en train de rapporter une information pour faire du sensationnalisme, ou simplement parce qu'on dit, je ne l'interpréterai pas, si je l'interprète, j'ai peur de me tromper, alors je veux juste partager la donnée. Puis même chose au niveau de, je vais revenir rapidement sur la collecte de données, parce que je pense que pour répondre à ta question, Marie-Ève, je ne pense pas qu'il y a une façon de faire qui s'applique partout sur quel est le processus, voici, faites A, B, C, de cette façon-là, vous respectez toutes les règles et vous êtes éthiquement correct. La question de base, je pense, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Puis pourquoi, des fois, on ne collecte pas certaines données? Donc, par exemple, les données sur l'origine culturelle, ethnique de personnes. Est-ce qu'on pose la question ou on ne pose pas la question? Lorsque a eu lieu l'enquête du coroner sur la mort de Joyce Echaquan, une des questions qui a été posée au centre hospitalier, c'était « Est-ce que vous recevez beaucoup de plaintes de la part de patients autochtones? » Et ils ont dit « Mais quand on reçoit des plaintes, on ne demande pas aux gens s'ils sont autochtones, on ne leur demande pas où ils habitent. On n'a pas ces données-là. » Donc, de cette façon-là, on n'est pas capable d'intervenir, on n'est pas capable de constater un problème parce qu'on a exclu cette donnée-là, parce qu'on n'a pas pensé qu'elle était pertinente. Puis au même niveau, au niveau de l'intervention, est-ce que, parce que on est très préoccupé aujourd'hui à ne pas discriminer, mais ne pas discriminer ne veut pas dire intervenir de la même façon auprès de tout le monde. Des fois, pour ne pas discriminer et être équitable, au contraire, on doit adapter son approche d'intervention. Et dans ce cas-là, ça nous prend des données sur certains groupes, sur telle culture, peut-être la langue parlée, etc. Donc, ça va vraiment dépendre de qui on a comme organisme, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir, est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'on a la capacité justement d'interpréter ces informations-là, d'impliquer les communautés auprès desquelles on veut intervenir, justement pour qu'on n'intervienne pas, parce que, bon, une des choses qui est rapprochée par plusieurs communautés, c'est de dire, bon, vous analysez les données et vous nous dites, on a regardé ça, voici votre problème. Versus, voici collectivement qu'est-ce qu'on identifie comme étant des défis et comment est-ce qu'on peut y travailler ensemble. Marie-Ève, moi, à ce stade-ci, je me pose plus comme, pas une experte, mais la cause qui a été exposée pour illustrer un peu les propos de ce matin. Mais je suis très curieuse de reposer une question à Karina, parce que moi, ce que je comprends de Julie et Karina, si je regarde notre organisation, c'est qu'on serait vraiment dû pour faire une politique de gestion des données, puis s'assurer de la pérennité de tout ça dans le temps et de l'ajustement continu également. C'est sûr que toutes les personnes qui travaillent ici signent un formulaire de confidentialité. On a des mesures en place,
Mais relier tout ça à une politique, je pense, pourrait être une bonne façon. Mais nous, on ne demande jamais l'origine ethnique ou culturelle lorsqu'on a des jeunes ou des parents. Puis, je serais curieuse de t'entendre, Karina, sur dans le cas dont tu parles, où on ne la posait pas au service des plaintes, ça aurait pu avoir un impact. Comment ça aurait pu se faire de façon respectueuse, sans causer préjudice non plus? Est-ce qu'il existe des moyens de faire ça? Mais je pense que du moment où, puis surtout dans le service de plainte, souvent les gens peuvent être accompagnés dans leur plainte. Et c'est là que c'est l'importance d'expliquer de pourquoi on pose la question. Donc, on ne pose pas la question pour discriminer, on ne pose pas la question par curiosité, on pose la question pour identifier certains aspects et pour mieux servir la communauté. Donc, je pense aussi, on ne peut pas, des fois, ça peut être des questions qui peuvent être optionnelles pour ne pas obliger les gens à répondre à une question avec laquelle ils ne sont pas à l'aise. Surtout, il ne faut jamais refuser des services parce qu'une personne refuse de répondre à une question de données personnelles. Mais du moment où on est capable de bien expliquer pourquoi on a besoin de ça, parce qu'évidemment, ça peut froisser les gens en demandant pourquoi tu me demandes ça, c'est personnel. Est-ce que c'est justement dans le but de m'offrir un service qui est différent? Mais si on le partage bien, je pense que c'est faisable. Et je pense que ça peut amener à mieux servir certaines populations, mais en même temps, évidemment, il faut faire attention à pas que ça permette d'identifier les gens ou à discriminer sur la réponse qu'on va recevoir. Donc, il nous reste pas beaucoup de temps parce que tout va très vite puis que les discussions sont vraiment intéressantes. Donc, je vous inviterai à amener, en fait, on avait cette question sur c'est quoi les outils qui peuvent être utiles justement à aider cette réflexion-là. C'est sûr que c'est des questions à se poser. Puis comme tu le disais, Karina, il n'y a pas de ABC puis d'étapes à suivre. Il y a certaines pistes qui sont ressorties, donc définir ses objectifs justement organisationnel pour savoir qu'est-ce qu'on veut recueillir, l'idée d'aller chercher des spécialistes à l'externe si on a des questions, des conflits, l'idée d'une politique de données pour se poser justement les bonnes questions. Je vous invite si vous en avez d'autres, à les partager. Puis après, il y a des questions du public aussi que j'aimerais vous lancer. Je reprendrai peut-être la balle au bon en répondant à la question que tu viens de nous lancer, Marie-Ève, puis en ajoutant un élément. C'est-à-dire là, on était sur la question de l'enjeu de la collecte de données. Par exemple, je ne sais pas moi, à quelle communauté appartenez-vous, etc., etc. Je pense que dans le traitement de ces données-là, ou dans ce que Karina nous a dit tout à l'heure, dans le fait de déposer des données sans les interpréter nécessairement, il y a un très grand risque, et puis c'est lié aux pistes d'action, là, mais c'est de prendre des corrélations pour des causalités. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prend des corrélations pour des causalités? Bien, c'est par exemple, moi, je suis une compagnie d'assurance, puis je réalise que les gens qui ont les cheveux bruns fument plus la cigarette que les gens qui ont les cheveux blonds. Donc, je pourrais décider d'augmenter la prime d'assurance des personnes qui ont les cheveux bruns basée sur cette chose-là, mais ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Quand on collecte des données sur les questions, par exemple, d'appartenance ethnique, tout ça, là, c'est là où ça devient extrêmement sensible et qu'on peut prendre des corrélations pour des causalités basées notamment sur les biais qu'on a face à certaines populations. Et c'est envers ça qu'il faut être extrêmement prudent quand on en vient à interpréter les données. Donc, faire cette distinction-là, elle est fondamentale dans la prise de décision, dans la mise en place de politiques, etc. Sinon, on a parlé de l'importance fondamentale encore plus pour les OBNL, des valeurs, de la mission, de la vision de l'organisation, de toujours faire en sorte que tout ce qui est fait au sein de cette organisation-là soit arrimé à ces valeurs, ces missions et cette vision de l'organisation. La politique de gestion des données aussi. Je veux revenir sur quelque chose que j'ai mentionné un peu plus tôt, puis peut-être mettre vraiment l'accent là-dessus en terminant, en tout cas pour ma section, puis on pourra continuer dans la période de discussion. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec les données. Hein. On peut être plus efficace, on peut mettre en place une meilleure gestion aussi à l'interne, hein? Mais ce qu'on définit comme étant une saine gestion, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement compliqué et c'est effectivement sujet à
interprétation de la part des employés comme de la part du public. Avoir des données, c'est avoir des données sur des donateurs, utiliser des données ouvertes sur la question sur laquelle on pourra revenir, mais c'est aussi avoir la possibilité de collecter des données sur nos employés, à combien d'appels ils répondent dans une journée, etc. Et toutes ces données-là collectées, puis le savoir qu'on produit avec ces données-là, il ne faut pas oublier que le bien-être des employés, comme la perception du public, c'est ce qui est fondamental pour la confiance qu'on va avoir au sein de notre institution, ou en tout cas la perception qu'on va avoir de notre institution, de notre organisation. Et si on utilise ces données-là, par exemple, pour faire une gestion stricte des employés à l'interne avec vraiment un climat de travail qui pourrait en être teinté, mais ça peut influencer au final la perception des donateurs face à notre organisation aussi. Et donc, au final, je dirais valeur, mission, vision, mais aussi perception du public et que tout doit être fait, toute action au sein d'une organisation doit être faite en fonction de cela comme de manière prioritaire. Voilà peut-être pour l'instant, là, puis je laisse la parole. Karina, Céline, est-ce que vous vouliez intervenir sur la question des pistes de solutions? En fait, non, comme moi je le disais, j'en retire plus de ces expertes pour l'application chez nous, mais je pense que moi, c'était aussi le début de mon intervention, mais je réitère l'importance, comme vient de le dire Julie, de se centrer d'abord sur les besoins de l'organisation, sa mission, ses valeurs, pour orienter la suite, mettre en place, si on ne l'a pas déjà, puis se doter peut-être parfois de comités d'éthique aussi, qui peuvent être des gens de l'externe, mais qui ont un regard comme moi, là, j'aurais le goût d'en avoir un actuellement, avec toute la popularité des données, parce qu'on a brièvement abordé une des questions qui est l'intérêt que suscitent nos données par les gens de l'externe, qui aimeraient bien les utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont collectées. Alors, il faut être les gardiens de ça à très haut niveau. Puis, il faut être capable d'avoir aussi des processus de prise de décision reliés à ça qui sont pertinents et qui sont en vigueur bien balisés. Fait que moi là, après la rencontre de ce matin, je me dis, bon, voilà, c'est la prochaine étape où on est arrivé. Je suis contente de voir que nos discussions m'amènent là, puis que je vais me faire la porteuse de ce dossier-là dans mon organisation. Karina? Oui, bien, encore une fois, on a un très grand pouvoir sur comment on utilise des données. Et donc, on doit vraiment réfléchir sur les conséquences, je dirais des conséquences à long terme. Peut-être un des éléments les plus connus de la grande loi des randonnés, c'est cette idée de penser sur 7 générations. Donc, pas seulement penser sur ses conséquences demain, mais penser sur 7 générations. Et si on pense à la technologie, les générations de technologie viennent tellement rapidement que les choix qu'on fait aujourd'hui peuvent avoir des conséquences très différentes. Je pense par exemple à la question que quelqu'un pose dans le chat en disant « j'ai des documents qui sont papier ». Donc, évidemment, le danger des données sur papier, c'est très différent de transformer ces données-là en données numériques qui sont maintenant hébergées sur un serveur, qui sont peut-être hébergées sur un nuage. Leur pérennité est beaucoup plus longue. Évidemment, la question du consentement devient très différente. Lorsque quelqu'un nous a donné, je ne sais pas, il y a 20 ans, son numéro de téléphone en disant « tu m'appelleras, c'est un événement » versus avoir ces données-là, une adresse courriel dans une liste d'envoi. Puis d'ailleurs, il y a des lois spécifiques là, qui s'appliquent lorsqu'on fait affaire avec des listes d'envoi. Il y a des règles très claires qui sont assez claires au niveau éthique sur la mauvaise façon d'utiliser les données. Donc, par exemple, utiliser des données qu'on a recueillies à des fins commerciales. Ça, c'est très clair qu'on ne peut pas faire ça quand on recueille des données à des fins statistiques. Mais aussi, comment est-ce que même en poursuivant son propre objectif, est-ce qu'on peut créer du tort? Est-ce qu'on peut, je vais donner un exemple, c'est un média qui m'a partagé ce constat-là. Donc, eux, ils ont commencé à recueillir les clics sur les différents articles.
Et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils font des articles sur les enjeux autochtones, il y a très peu de gens qui cliquent. Maintenant qu'ils ont cette information-là, cette interprétation-là, donc que les gens s'intéressent peut-être moins aux enjeux autochtones, la pire chose à faire, ce serait de dire, bien là, je vais arrêter de publier sur ces enjeux-là parce que ça n'intéresse pas les gens. Mais plutôt de dire comment, comme média, j'intéresse plus les gens, j'informe davantage les gens. De la même façon par exemple, un groupe culturel qui propose, par exemple, des œuvres d'artistes sur son site web et qui se rend compte que, par exemple, les hommes ont plus tendance à s'intéresser à tel type d'art et donc on va leur proposer ce même type d'art-là. Mais comment est-ce qu'on est en train de marginaliser les artistes femmes, les artistes des minorités en ne créant pas un intérêt pour ces artistes-là, mais en se disant, bien, moi, mon objectif, c'est que les gens restent le plus longtemps sur mon site. Donc, si je leur propose ce qu'ils veulent. Donc, comment est-ce qu'on concilie notre objectif personnel à court terme avec un objectif social à long terme et qu'on ait aussi un bon citoyen social? Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'il y a plein de pistes. Je vais vous lancer, vu qu'on a plein de questions, je vais vous lancer avec une première question. Vous aviez répondu un peu sur l'aspect de papier, mais je vous relis la question parce qu'il y a des éléments intéressants dedans. Donc, justement, cette personne a été chargée de récupérer des données d'anciens membres et contacts. Puis l'objectif est de contacter cette personne-là à l'occasion de l'anniversaire de l'organisme afin d'élargir la base de membres en récupérant les anciens clients. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut contacter tout en respectant le consentement puis le privacy puis les lois que tu soulignes, Karina? Ce serait quoi la bonne marche à suivre pour utiliser ces contacts-là? Est-ce qu'il y en a une? La bonne marche à suivre, c'est sûr qu'idéalement, on contacte les gens pour s'assurer qu'on peut utiliser leur contact. Je comprends que quand il y a beaucoup de volume, c'est peut-être moins possible. À tout de moins, lorsqu'on envoie un courriel, on explique où on a pris ces données-là et on laisse le choix à la personne de se désabonner et de faire effacer ces données à l'organisme. Donc, d'y offrir ce consentement-là maintenant qu'on peut lui offrir. De retrouver mes questions dans la liste de questions, parce qu'il y avait plein de questions. Après ça, on avait une question de la Fondation du MAC. J'aimerais vous entendre sur l'utilisation des données ouvertes des autres organisations, telles que les registres des entreprises, les registres fonciers, les données des marchés financiers. Nous les utilisons pour cerner le profil de certains donateurs actuels et potentiels. Est-ce que vous avez... je vois Julie, je te vois hacher de la tête. Est-ce que tu veux intervenir sur ça? Oui et non, là, mais en fait, je pense que c'est Karina qui est la mieux placée pour répondre à cette question-là, mais je pense que la réponse qu'elle a donnée à la question précédente est encore valable. C'est-à-dire, les données ouvertes sont infiniment intéressantes pour faire de la recherche, effectivement, pour en arriver à cibler des portraits, par exemple, de donateurs. Après, peut-être la manière la plus éthique, ça serait quand on contacte un donateur, d'expliquer comment ça se fait qu'on est arrivé à ce contact-là, pourquoi est-ce qu'on contacte cette personne-là, puis donc d'utiliser un peu la même approche, c'est-à-dire une approche avec de la transparence sur le mode de connaissance de ces différentes idées-là, mais à moins que Karina ait quelque chose à ajouter là-dessus, la question des données ouvertes pour produire de la connaissance, elle est extrêmement féconde. Maintenant, c'est la question des usages qui, après, au sein d'une organisation, doit être en accord avec la valeur, la mission et la vision de l'organisation. Tout à fait. Puis je pense que c'est pas parce qu'une donnée est publique qu'on peut faire ce qu'on veut avec elle. Je vais donner un exemple. Par exemple, les poursuites juridiques, les dossiers criminels. En théorie, c'est des données qui sont publiques. Vous pouvez aller à la cour, vous pouvez donner le nom et la date de naissance de quelqu'un et on va vous sortir à son dossier juridique. Est-ce qu'il y a déjà eu des poursuites criminelles contre cette personne-là? Maintenant, est-ce que c'est éthique dans un processus d'embauche d'aller chercher ces informations-là, même si elles sont publiques? Pas nécessairement. Donc, de la même façon, quelqu'un qui a fourni des informations au registre d'entreprise, oui, c'est une donnée publique. Cette donnée-là publique, elle existe pourquoi? Elle existe pour qu'on comprenne quand on a affaire avec une entreprise, avec qui on a affaire, qui est derrière cette entreprise-là. Si jamais, par exemple, on a un problème à se faire payer, de comprendre donc, qui sont les actionnaires, qui sont les administrateurs. Est-ce que ces données-là sont là pour identifier des personnes qui sont
des propriétaires d'entreprises et ensuite d'interpréter ça comme en disant ils ont peut-être plus d'argent, donc on va les viser plus pour aller chercher des fonds pour notre institution. Je pense qu'effectivement, c'est des questions à se poser. Puis je pense que c'est une bonne idée de Julie de se demander est-ce que je suis à l'aise de dire à ces gens-là que je suis allée voir un registre foncier et que j'ai vu que leur maison avait beaucoup de valeur et donc j'ai pensé qu'ils voudraient peut-être contribuer à ma cause. Si je suis à l'aise de faire ça, pourquoi pas, avec la réaction que ça peut générer. Et si on n'est pas à l'aise, je pense que c'est une réponse à la question aussi. Merci beaucoup, Karina. C'est vraiment une excellente réponse, je pense, à la question. Une autre question d'Evelyne dans le chat. Vous en avez parlé un peu, mais je serais vraiment curieuse de vous entendre sur la question de la personnalisation des services ou outils en fonction de certaines données, par exemple le genre, en évitant de tomber dans des stéréotypes ou faire des corrélations injustifiées, sachant par exemple qu'il existe des études qui montrent que le genre peut avoir une influence dans certains comportements ou apprentissages. C'est une grande question. Ben, en fait, merci Evelyne pour cette question-là, mais je veux dire, l'essence de la réponse est contenue dans la question, c'est-à-dire que déjà dans la manière dont vous posez la question, vous les anticipez les risques. C'est-à-dire, le risque, c'est quel est l'effet du renforcement, par exemple, de ces choses-là. Si on dit, par exemple, on peut arriver avec une étude scientifique, il est vrai, par exemple, que les jeunes garçons se comportent davantage de telle manière que les jeunes filles. Quelle est la part innée, quelle est la part de construit social et quelle est aussi la part d'influence qu'on a quand on crée de la personnalisation qui vient renforcer cette distinction-là. Et en ce sens-là, on a une responsabilité en tant qu'organisation quand on personnalise, par exemple, en fonction du genre. Cette responsabilité-là, c'est de se demander à quel point est-ce qu'on vient soit utiliser une donnée ou on ne vient pas renforcer ce stéréotype-là. Tout à l'heure, je disais que moi, je m'intéresse beaucoup à la production de savoir qui est générée par les données, puis à l'effet que ça a, l'effet rebond que ça a sur notre A, sur notre réel. Bien, si on dit, j'observe que mes garçons se comportent comme ça, mes filles se comportent comme ça, donc, afin de pouvoir mieux les cibler, je vais aller renforcer ça, mais ça produit un effet rétroaction qui vient aussi continuer de renforcer ces stéréotypes-là qui vont générer des données où on voit qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. Puis en ce sens-là, on a tort de penser qu'on n'a pas un effet sur ce qu'on est en train, par exemple, d'observer. Et d'où, je dirais, la saine distance à prendre et la part d'ouverture, de marge de manœuvre qu'on peut laisser, c'est-à-dire oui, je vais personnaliser, mais jusqu'où? Puis à quel point est-ce que je peux laisser une part aussi de nouveauté entrer pour venir peut-être que ce soit par exemple dans des listes de musique, dans des possibilités de films, etc. À quel point est-ce que j'ai une marge de manœuvre où il y a une possibilité à ce qu'il y ait une ouverture à autre chose qui se présente aussi dans mes choix. Mais voilà pour l'instant. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Sinon, on avait aussi une question à main levée de Kim Marois dans la salle virtuelle. Est-ce que Kim, tu voulais poser ta question de vive voix? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, j'ai trouvé qu'il était sans doute plus simple de m'exprimer de vive voix. Mon commentaire commençait à être long pas mal. Je suis directrice au programme et aux opérations chez Filles Actives, qui est un organisme, en peu de mots, qui fait la promotion de l'activité physique auprès des adolescentes. Et puis, je suis en compagnie ici de ma collègue Audrey, puis on s'envoyait des chats pendant que vous parliez. Puis d'abord, je tiens vraiment à vous remercier de votre générosité. C'est très précieux de vous entendre ce matin. Alors, chez Filles Actives, en fait, la collecte de données, elle est plutôt jeune, il faut le dire. C'est plutôt récent qu'on le fasse, du moins dans la qualité, je dirais, qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai été contente donc, de vous entendre parler de la collecte, de l'utilisation aussi. Mais je dirais que ce qui nous préoccupe le plus chez Filles Actives présentement, c'est la conservation de ces dites données, particulièrement dû au fait qu'on a affaire à des mineurs, bien sûr. J'ai envie de préciser que l'utilisation qu'on en fait, elle est très, très en lien avec notre mission. Ça, on n'a pas d'inquiétude à cet égard-là. Mais j'avais peut-être envie de vous entendre par rapport au domaine de la conservation, s'il y a des lignes directrices à cet égard-là ou si vous aviez quelque chose à dire à ce sujet.
je reviendrai peut-être encore une fois au concept du consentement. Et c'est sûr qu'avec les mineurs, c'est d'autant plus important d'avoir un consentement éclairé. Moi, je fais souvent le parallèle parce que juridiquement, là où c'est vraiment plus légiféré, c'est au niveau du consentement médical. Donc, de la même façon, donc par exemple, la différence d'un consentement médical pour adulte ou pour enfant, c'est que souvent, pour s'assurer que l'enfant comprend, on va lui demander de reformuler ce qu'on vient de lui dire pour s'assurer qu'il y a une compréhension. Donc, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir ce processus-là avec les mineurs, donc en insistant sur qu'est-ce qu'on leur demande, pourquoi on leur demande. Donc, comment ça va être conservé, dans quel objectif, et encore une fois, laisser toujours aux gens la possibilité de venir corriger les informations ou venir annuler leurs informations. Donc, je comprends que ça peut être un processus qui est un peu plus complexe de mise en place, puis demande aussi un dialogue constant, mais je pense que c'est d'autant plus important, effectivement, quand on travaille avec les mineurs. Si je peux, Marie-Ève, brièvement, sur la question de la conservation, aussi, ce qui est important, c'est que, bon, où est-ce que sont emmagasinées ces données-là qu'on collecte? Est-ce qu'on les a seulement sur un ordinateur au travail? Est-ce qu'on s'est storé sur un cloud? Est-ce que ces données-là sont encryptées ou pas? En fait, ce qu'il faut être certain, ce qui est déjà important de savoir, moi, je dis toujours qu'il faut se doter de compétences et de confiance pour être capable de poser les bonnes questions. Quand on nous propose des solutions pour emmagasiner des données, on doit poser ces questions-là. À quel point est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est des données encryptées? Qui a accès aux données? Etc. Est-ce qu'il y a des données de sauvegarde? Qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai un ransomware qui prend mes données? Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faut poser quand on parle de conservation puis d'entreposage de données. Ces moments-là, là, ça fait en sorte qu'on peut noter ces questions-là puis se dire, ben moi, je me fais assez confiance pour essayer de poser les questions puis aller me doter de conseils d'experts qui vont pouvoir me dire si oui, c'est vraiment un lieu sécure d'entreposage de données. Voilà. Merci beaucoup. J'en déduis que ça répond à ta question, Kim. Ben là, c'est certain là, que j'en aurais d'autres, mais tu sais, je vais laisser la place aux autres, mais déjà, ce sont des belles pistes. Merci. Parfait. Donc, on peut peut-être clore parce que je pense que la politique de gestion de données reste un outil pour se poser les bonnes questions puis pour un peu encadrer tout ça. Donc, ça tombe bien. Il y a Sonia Malek qui a la question. Avez-vous des conseils pour rédiger une politique de gestion de données? Donc, je vous lance la balle pour clore l'événement d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils? Je vois vos yeux grands ouverts. Bien, je dirais que c'est un processus qui est essentiel. Puis un des conseils, c'est vraiment impliquer notamment le conseil d'administration dans son élaboration et dans les stratégies qu'on veut mettre en place. Parce que c'est vraiment une orientation stratégique importante pour l'organisme. Également, s'entourer des experts pour pouvoir poser des bonnes questions, prendre des bonnes décisions et également prévoir la politique. Comme beaucoup de politiques, comme par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de politique en télétravail, mais pareil, pour le gestion de données, quand on a affaire à des politiques avec une technologie qui va évoluer, il faut y aller avec une politique générale qui va prévoir ces changements-là, donc qui va rester dans le temps. Je pense que le dernier point du commentaire de Karina est effectivement pertinent. Quand on parle, nous, par exemple, en éthique organisationnelle, il y a toute une tangente qui dit justement qu'il faut accepter qu'on est dans un monde qui évolue à une rapidité effarante. Et en ce sens-là, si on se donne une politique de données, cette politique-là, elle doit être constamment revue. C'est-à-dire que c'est un document qu'on revoit à chaque année, sur lequel on s'interroge, etc. Et qui doit être à la fois assez précis, mais à la fois à nous laisser une assez grande marge de manœuvre pour pouvoir le mettre à jour constamment. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à la discussion, d'avoir posé vos questions. Merci à Julie, Karina, puis Céline aussi d'avoir partagé vos connaissances, vos expériences à tout le monde. Je pense que ça amène plein de questions, ça donne des pistes aussi à plein de gens. En tout cas, pour moi, en tant que directrice de BNL, c'est sûr que ça me donne aussi plein de pistes. Donc, merci beaucoup. Puis merci d'avoir participé.